Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de la communauté de Valence. Une étape qui était plutôt destinée aux grimpeurs, mais avec un final où on pouvait peut-être avoir des regroupements où ça allait être compliqué surtout de faire la différence. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé lors de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite par cette vidéo. Alors pas de résumé aujourd'hui, je l'ai déjà précisé, mais aujourd'hui je repassais un petit peu mes affaires, on a fait aussi un petit peu de bricolage, et surtout la situation du côté de la course de l'étoile de Bessèges m'a tellement énervé que j'ai eu quand même beaucoup de mal à me mettre pour vous dire en fait dans ce tour de la communauté de Valence, parce que là voilà, encore une fois j'étais énervé, très énervé par ce qui s'est passé sur l'étoile de Bessèges. Vous pouvez même retrouver la vidéo qui est déjà en ligne, et ce qui fait que j'ai eu du mal en fait à me mettre dans la course, parce que j'étais un peu dégoûté et énervé, désemparé par ce qui se passait du côté de l'étoile de Bessèges. Donc j'ai pas fait de résumé de l'étape. Voilà, j'ai regardé l'étape, mais j'ai pas fait de résumé, et j'ai peut-être raté des trucs aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je trouve que le cyclisme a pris cher sur les 24 dernières heures. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, il y en a quand même un qui m'a réconcilié avec le cyclisme aujourd'hui. C'est le coup de force de Ivan Romeo aujourd'hui, le coureur espagnol qui a profité d'un temps mort après la montée de première catégorie. Il y a eu un petit temps mort après l'effort important qu'avaient réalisé à la fois Buitrago et Jean Almeida. Et puis, donc, il a réussi à s'échapper à ce moment-là. Voilà, il y a eu ce petit temps mort. Et il a surtout extrêmement bien résisté, parce que derrière, à 5-6 bornes de l'arrivée, on a compris qu'il fallait quand même peut-être mettre en route. Ça a mis en route, mais pas suffisamment fort pour aller chercher le coureur espagnol qui s'est donc imposé sur cette étape. Ivan Romeo, magnifique victoire du coureur espagnol, qui peut être vraiment satisfait de ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Encore une fois, une belle étape de la Movistar, avec 3 coureurs dans le top 10, avec à la fois Castrillo et Cepeda qui ont aussi joué sur la toute fin d'étape, et vraiment la toute fin d'étape, les chiens de garde. Mais il faut bien le dire, Ivan Romeo a été extrêmement costaud aujourd'hui. Première victoire chez les professionnels. Je pense que c'est un coureur qui a pris énormément de confiance en deuxième partie de saison l'an dernier. C'est-à-dire que sur la première partie d'année, bon, il y a quelques résultats, notamment Trofeo Serra Tramontana, 9e du Alula Tour, mais pas forcément sur des grosses épreuves, ou sur des épreuves où il n'y avait pas forcément une grosse densité. Et je pense vraiment que son titre au championnat du monde espoir lui a fait comprendre qu'il était en capacité de matcher avec les meilleurs. Je pense jusqu'à ce moment-là, peut-être qu'il y avait une sorte d'un peu de sentiment d'infériorité du côté d'Ivan Romeo. Il y a eu déjà le Tour de Burgos, notamment voilà, sur les étapes vallonnées, mais je pense vraiment que les championnats du monde espoir, ça a changé la donne. Avant les championnats du monde espoir, je pense qu'il se considérait comme un bon coureur, mais pas forcément comme un coureur exceptionnel. Et ensuite, il s'est découvert, je trouve,
Ivan Romeo, et il a été vraiment excellent, et il fait un bon début de saison, hein, depuis le début de la semaine, Tour de l'Algarve, il a été efficace, la Movistar a été efficace également, hein, sur cette course. On s'attendait peut-être pas à un niveau aussi important de la Movistar, et c'est vrai qu'on s'attendait plus à Castrillo qu'à Ivan Romeo, qu'à Cepeda également, qui a été efficace. Cepeda, il doit être toujours 3ème du général. Je ne sais pas parce que mon classement... Non, il est 8ème du général, voilà, Cepeda. Mais il a perdu... Non, il n'a pas perdu de position. Le classement n'est pas encore à jour, parce qu'il faut savoir qu'il y a des problèmes de chronométrage en ce moment sur le Tour de la Communauté de Valence. Ils ont même changé de chronométreur. Bon, hier, on n'avait déjà pas les résultats à 18h30. Ça n'a pas vraiment progressé aujourd'hui parce qu'il est 18h34 et j'ai toujours pas les résultats du côté du classement général, et le classement complet est pas encore totalement apparu. Pour vous dire que ça met quand même encore pas mal du temps aujourd'hui, avec un très bon Ivan Romeo qui a su résister dans le final, hein. Il a su être costaud, il a su vraiment poursuivre son effort. Il est que vraiment à 500 mètres de l'arrivée où il regarde. Et on sent beaucoup de lucidité quand même chez ce coureur, parce qu'il regarde, il voit qui va gagner, il parle dans la radio, voilà, pour saluer ses coéquipiers, pour peut-être saluer le travail qu'avaient réalisé ses équipiers. Et oui, non, ça a été une journée très efficace sur ce Tour de la Communauté de Valence. Il peut être vraiment satisfait de ce qu'il a fait. Voilà, il peut être très satisfait de sa course. Très content du côté d'Ivan Romeo, et du côté de la Movistar. C'est vrai que c'est un très bon début de saison, on sent une équipe qui est en confiance, donc c'est intéressant. Et puis un Ivan Romeo qui s'impose comme ça va lui donner également des idées. Coureur qui doit faire le Tour de France cette année, ça va peut-être être un très bon équipier, Ivan Romeo, mais il y aura peut-être des envies, pourquoi pas, d'aller chercher des victoires en échappée du côté du coureur espagnol. Donc on va le suivre maintenant sur la suite de la saison du côté d'Ivan Romeo, mais très très belle étape pour le coureur de la Movistar. Je poursuis avec Arensman. Alors aujourd'hui, il est encore dans le top 10. Hier, pour moi, il fait une super journée, Thymen Arensman. Il est même devant Carlos Rodriguez hier, hein, ce qui est vraiment un résultat très intéressant. 4e désormais du classement général, hein, avec Vachek qui a perdu du temps aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout, surtout qu'Arensman... L'an dernier, je crois, il n'avait pas fait un grand début de saison. Je voulais vérifier ça. J'ai oublié de le vérifier. L'an dernier, ouais, il fait 5e du Tour de l'Algarve. Mais 5e en finissant 9e à l'Alto do Malao, 8e à Foya et 12e du chrono. Mais l'an dernier, il y avait 2-3 très bons leaders, hein. Il y avait Remco, Daniel Felipe Martinez. Je ne crois pas me souvenir qu'il y avait une grosse densité au départ. Je trouve qu'il a été très bon, Arensman, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Carlos Rodriguez. Il ne faudrait pas oublier Arensman du côté des coureurs de chez Ineos. Et surtout, hier, c'était pas un parcours qui l'avantageait. Vraiment, le final en bosse n'était pas à son avantage. Là, aujourd'hui, il y avait quand même encore des gros pourcentages, hein, et puis une arrivée sur une petite bosse vraiment très courte. Alors, le fait également qu'Ivan Romeo soit à l'avant, je pense que ça a permis d'avoir un rythme constant dans ce groupe de tête. Mais je trouve qu'il a encore été performant, Thymen Arensman, là aussi. Bon début de saison, parce que je m'attendais plutôt à ce qu'aujourd'hui ça soit difficile pour lui. Peut-être qu'il soit même en difficulté, Thymen Arensman. L'étape d'hier, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il soit aussi bien du côté du coureur néerlandais. Et ça, c'est des bonnes options, c'est des bonnes bases pour le reste de la saison du côté du coureur néerlandais, qui fera peut-être encore le Giro cette année, et qui avait quand même besoin de se rassurer après une Vuelta qui n'a pas été grandiose. C'est vrai qu'il a été bon sur le Tour d'Italie, mais encore une fois sur la deuxième partie de saison, ça a été plutôt compliqué pour lui, même s'il y a une 4e place au Tour de Lombardie. Et donc ça va lui faire du bien, je pense, à Arensman, qui n'a encore jamais fait le Tour de France. Thymen Arensman, particularité dans sa carrière, déjà 8 grands tours à 25 ans, ce qui est énorme.
Il a dû faire un grand tour minimum par an, voire deux, parce que 8 grands tours, oui, bah, sur les 3 dernières saisons, il a fait de Giro Tour. Voilà. 2022, 2023, 2024. Donc voilà, c'est pas anodin du côté du coureur néerlandais. Et je l'ai trouvé vraiment très efficace aujourd'hui, avec un beau niveau de performance sur des côtes qui sont courtes. Encore une fois, Arensman, sur les côtes courtes, c'est pas forcément son avantage. Pour moi, c'est plus un coureur qui est performant sur des cols un petit peu plus longs. Et là, je l'ai trouvé très bon. Donc, on va voir si ça pose, s'il a bien bossé cet hiver, ce qui est peut-être le cas, et si ça va poser des bonnes bases pour l'année 2025 du coureur et néerlandais. Parce qu'à 25 ans, ça serait bien de faire mieux qu'une 6e place sur le Giro. Alors même si c'est intéressant, c'est vrai qu'on aimerait peut-être qu'il soit un peu plus haut du côté des coureurs, du côté des hiérarchies mondiales, des grimpeurs. Et puis je termine avec Piganzoli, la Polti-Cometa qui avait déjà fait une belle course l'an dernier, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Les équipes de 2e division italienne avaient été performantes sur cette semaine de compétition. Eh bien, Davide Piganzoli avec la Polti-Cometa, aujourd'hui 7e, hier 12e, hein, donc devant quand même du beau monde, pas très loin de Ben O'Connor, par exemple, hein, il était dans le bon groupe avec Ben O'Connor. Alors dommage que son équipe ait perdu du temps sur le contre-la-montre par équipe, mais c'était quand même à prévoir pour Piganzoli. C'est l'année de la confirmation, c'est pas toujours évident. Parce que pour moi, il avait fait un bon Tour d'Italie. L'an dernier, il est 13e du Tour d'Italie. Il avait été très efficace, Piganzoli. Donc c'est vrai que j'attends qu'il fasse aussi bien. Lui qui a déjà été performant, notamment sur le Tour de l'Avenir, notamment, qui avait été efficace également sur une course qui s'appelait La Maurienne en 2022. Où il avait pris la 2e place derrière Mathieu Dinheim à l'époque. Eh bien là je me dis, oh, il y a peut-être quelque chose encore d'intéressant à faire, et il peut être encore efficace pour moi ce cours-là. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de Piganzoli, mais je me dis là aussi pour le reste de l'année ça peut être très intéressant. Et puis je mettrai quand même un grand coup de chapeau aux organisateurs, parce que j'étais pas convaincu foncièrement par ce format de course, c'est-à-dire de démarrer fort et d'avoir, on va dire, un dernier week-end plutôt calme en termes de course. Mais il s'avère que là, au niveau du suspense pour le classement général, eh bien, c'est encore pas mal. Donc ça risque de nous donner une étape de main très spectaculaire, parce que Almeida n'a que 2 secondes d'avance sur Buitrago. Donc forcément, il va y avoir une bagarre pour les bonifications, en sachant qu'il y a des bonifications en milieu d'étape. Donc ça va peut-être rouler extrêmement fort en milieu de journée. Alors ça ne sera pas diffusé à la télévision, c'est bien dommageable. Et puis on a Bilbao à 20 secondes, Arensman à 23, Rodriguez également à 32 avec McNulty, Ivan Romeo à 33, Cepeda à 35. Donc ces 8 coureurs là, pour moi, peuvent encore jouer une meilleure place au classement général et peuvent encore jouer la gagne. Surtout, donc il faudra suivre ça du côté de ce Tour de la Communauté de Valence. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour de cette étape, eh bien je vais mettre quand même encore la UAE. J'ai pas trouvé que cette formation est super bien bossée, notamment dans le final. Alors c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, on va pas se mentir, pour aller chercher la bonification. Almeida a fait le job, il va chercher les secondes, ça c'est très bien aujourd'hui, parce que ça lui permet d'avoir la tête du classement général, et ça c'est une très bonne nouvelle, surtout face à Buitrago. Et on pensait plutôt que ça allait être Buitrago ce soir qui allait être en tête du classement général. Mais j'ai trouvé encore une fois que collectivement, du côté de cette formation, c'était pas solide. C'est-à-dire que tout le monde travaillait un petit peu dans son coin. Personne faisait
véritablement preuve de solidarité, j'ai trouvé. Alors c'est vrai qu'on le disait hier, hein, quand il n'y a pas Pogačar, peut-être que tout le monde veut tenter de prendre sa place, d'être le leader, d'être le calife à la place du calife, mais c'est pas forcément une bonne idée, et peut-être que du côté du management, il y aurait des choses à travailler de ce côté-là. C'était un peu mieux qu'hier, hein, on va quand même relativiser. Hier c'était la catastrophe, aujourd'hui c'était un petit peu mieux, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé Sivakov au final pas très bon aussi aujourd'hui, autant hier je l'avais trouvé vraiment performant, autant aujourd'hui je l'ai trouvé beaucoup plus en retrait, Pavel Sivakov. Et puis oui, une journée certes qui est positive parce que Joan Almeida prend le maillot de leader. Malgré tout, si UAE veut le garder, ce maillot de leader, il faudra être performant demain, il faudra être surtout attentif demain, parce qu'on aura une étape pas évidente à contrôler, avec un milieu de journée difficile, avec des secondes de bonification à prendre en milieu de journée, ce qui pourrait relancer énormément le spectacle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, du côté de la UAE, ça pourrait être plus compliqué à gérer. Donc, il va falloir être plus efficace demain si on veut garder le maillot de leader sur les épaules de Joan Almeida. Et puis, il faudra rester concentré également dimanche, où il y a encore des secondes de bonification, je crois, à prendre du côté de Valencia. Et là aussi, il faudra faire attention de ce côté-là. On poursuit du côté des Benedan avec Alexei Loutchenko. Un peu compliqué le début de saison du côté de Loutchenko. Alors c'est vrai qu'on ne le mettait pas en archi-favori sur cette épreuve. C'est vrai que Loutchenko vit aussi une situation inédite. Pour lui, c'est la première fois de son histoire qu'il n'est pas dans le giron Astana. C'est un pur produit du giron Astana. Il avait fait l'équipe de développement, il est passé ensuite dans l'équipe élite. Il a porté cette équipe élite, il faut bien le dire, pendant des années aussi un peu seul sur ses épaules. Mais aujourd'hui, Loutchenko, il est dans une nouvelle formation et on a l'impression que c'est pas si évident que ça pour le moment du côté de Loutchenko. Et ça m'inquiète toujours un petit peu parce que Israël n'est pas connu comme l'équipe la plus performante avec les anciens coureurs et que certains ont eu du mal. Surtout quand on voit ce qu'a fait Dylan Tuns aujourd'hui sur l'étoile de Bessèges, on se dit « Ah, il n'avait pas le même niveau chez Israël ». Donc j'espère que c'est pas ce qui va arriver du côté de Loutchenko et aussi pour Israël, parce que s'il monte en World Tour l'an prochain, ce qui semble quand même bien embarqué, eh bien il va falloir qu'Israël soit plus efficace également du côté des coureurs, parce que c'est un gros budget, Israël, on est sur un bon petit budget, mais pas toujours les résultats qui vont avec. Alors c'est vrai qu'ils sont plombés également par le salaire de Froome. Normalement, c'est la dernière année où ils doivent le payer, ce salaire-là. Christopher Froome en aura bien profité, mais il aurait fallu être plus intelligent dans le recrutement, aussi, du côté de cette formation. Et puis après, il y a quand même un gros travail et des interrogations toujours autour de cette équipe et de ses coureurs. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai trouvé Loutchenko un peu en retrait sur une étape où il aurait pu être efficace. À l'époque d'Astana, à ses grandes heures chez Astana, il aurait pu être efficace sur cette étape. Donc là aussi, déception pour moi du côté du coureur kazakh. Et puis deuxième déception pour moi, c'est Joseph Blackmore. C'est vrai que pour moi, le Tour de la Communauté de Valence, c'est presque une course idéale pour se lancer quand on est un jeune coureur. Et là, si on regarde bien, Blackmore finit à 5 minutes 20. Alors déjà qu'on avait des doutes quand même sur Joseph Blackmore, parce que l'an dernier, il remporte certes le Tour de l'Avenir, Joseph Blackmore, mais il se fait quand même voler la vedette par Pablo Torres. C'est-à-dire que heureusement que Pablo Torres avait quand même perdu énormément de temps en début de semaine, parce que sinon, c'est pas lui qui aurait gagné cette épreuve. Et pourtant, il a fait 10e de l'Arctic Race of Norway, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège U23, 4e de la Brabanson, aussi Blackmore, vainqueur du Tour de Taïwan aussi, et du Tour du Rwanda. Mais l'an dernier, c'était pas le même niveau de course aussi auquel il a participé. Quand on regarde bien,
il n'a pas fait d'épreuve World Tour à part le Great Tour of Guangxi. Il a fait beaucoup de courses de deuxième division, troisième division, voilà, des 2-1, des Pro Series, mais peu d'épreuves de haut niveau, avec peut-être pas toujours non plus des grosses listes de départ, et c'est peut-être là où ça pêche du côté du Britannique, donc on espère qui va quand même trouver la solution au fur et à mesure de la semaine, et puis surtout sur les courses à venir, parce qu'il y a quand même un objectif Tour de France. Pour Blackmore, qui aura bientôt 22 ans à la fin du mois, il est du 23 février, donc dans une quinzaine de jours, on peut déjà lui souhaiter un anniversaire en avance, mais oui, là aussi, Joseph Blackmore, pour moi, petite déception pour le moment pour ce coureur, j'en attendais un petit peu plus, très clairement, du côté des pros, et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui, je trouve, et pourtant il est dans l'équipe 1, enfin il est avec Israël depuis le mois de mai, donc voilà, il est professionnel techniquement depuis quelques temps dans cette formation, depuis le Trobron Léon, qui était en fait sa première course avec le maillot de la Israël Première Tech. Et puis je termine avec Ivan Sosa. Eh bien, j'ai peur qu'hier c'était le coup d'un jour pour Ivan Sosa. Oui, on en avait parlé d'Ivan Sosa, et c'est vrai que j'avais trouvé sa montée très intéressante. Il était dans le top 10, il était efficace. Aujourd'hui, Ivan Sosa, il finit à 30e à 3 minutes 17 et un peu dans l'indifférence générale. Ça reste une énigme, Ivan Sosa, ça fait partie de ces coureurs où on se dit, ils ont fait une bonne saison, ça me rappelle un peu Calmejane, et puis depuis, c'est compliqué quand même, c'est pas la folie du côté d'Ivan Sosa, et on se dit, tiens, est-ce qu'il est en capacité, ce coureur-là, de retrouver le niveau qui était le sien chez Ineos ou au tout début chez Movistar? Est-ce qu'il a cette capacité-là? C'est la grande interrogation aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est la question qu'on se pose chez Kern Pharma, je pense, et que même lui doit se poser aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est sûr que 30e, on s'attendait à mieux. Encore une fois, on n'est pas sur la liste de départ la plus énorme de l'année. Donc on se dit, s'il a déjà du mal sur un Tour de la Communauté de Valence, qu'est-ce que ça va être sur des courses plus importantes? Alors peut-être que, encore une fois, c'est le début de saison, les objectifs sont peut-être un peu plus tardifs dans l'année, du côté d'Ivan Sosa, c'est peut-être plutôt en juillet, en août, notamment sur des courses en Espagne où il aura l'objectif de faire des résultats et de se montrer. Mais pour le moment, il n'a pas réussi à réitérer sa performance d'hier, et forcément, ça relance un petit peu les inquiétudes envers sa personne. Alors, pour finir cette vidéo, je ne vous parle pas des classements, parce que pour l'instant, il est 18h56 et qu'ils ne sont toujours pas à jour, ces classements. J'ai que le top 10 du général. Voilà, sur ProCycling Stats, donc il faudra attendre. Donc peut-être que vous les aurez dans la description de la vidéo, parce que la vidéo va être en ligne pas à 19h, un petit peu plus tard. Donc peut-être que d'ici là, les classements seront indiqués. Et bien sinon, il faudra regarder demain matin sur le site de ProCycling Stats pour voir bien qui est au-delà de la 10e place du côté du classement général. Je pense qu'on devrait retrouver notamment un Ivan Sosa, peut-être entre la 15e et la 20e place, et un Lenny Martinez également qui a perdu du temps aujourd'hui et qui devrait être un petit peu plus derrière Lenny Martinez dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Nous, on se retrouve demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu particulière, et puis le Vendée Globe un petit peu plus tard dans cette soirée. Allez, ciao ciao.